démarre. Le reste est-il un déchet? La poubelle est-elle destinée à l'égout? Le jeter peut-il faire l'objet d'un nouvel inventaire? Est-ce à une dégradation du goût que renvoie le geste de sortir l'aliment de la poubelle? Si la récupération est une nouvelle chance donnée à l'objet, peut-elle en donner une autre à l'aliment? Et peut-on se nourrir de ce dont d'autres n'ont pas voulu? Celui qui investit la déchetterie peut se meubler pour être un créateur. Mais celui qui fouille la poubelle pour se nourrir est un paria et ne peut le faire qu'en cachette, tant le déchet alimentaire est considéré comme souillé par son élimination et contaminant par sa qualité même de déchet. Il y a donc un cycle du valorisé et du dégradé, dans lequel la valeur esthétique du produit est corrélative de sa présentation, de sa disposition sur un plat. La forme donnée au matériau est cosmétique au sens propre, elle renvoie au modèle de l'harmonie cosmique, un cosmos dont la poubelle est le chaos comme retour primitif de l'informe. On voudrait donc d'abord interroger ici cet informe de la poubelle et le faire à partir de la production des déchets dans l'économie ménagère. Qu'est-ce qu'éplucher un végétal alimentaire? Et pourquoi ce discrédit jeté sur l'épluchure, manifestement aussi comestible que ce qu'il reste d'un fruit ou d'un légume épluché? Donc, leçon de choses qu'on est en train de vous distribuer. J'ai préparé, avec l'aide amicale de deux acolytes, que je ne nommerai pas ici, quelques variétés d'épluchures que je vous invite à déguster, la partie noble de ces aliments ayant été éliminée du circuit et mise en chambre froide à des fins d'usage ultérieur dont vous ne bénéficierez malheureusement pas. Toutes ont été cuites de la même manière, c'est-à-dire simplement séchées au four, afin de leur conserver l'aspect initial du déchet. On n'est pas ici dans la recherche gastronomique, loin de là, mais dans l'expérience du goût et de la texture d'un produit de récupération. La peau des végétaux, considérée comme impure, parce qu'en contact avec le milieu extérieur, est donc ordinairement éliminée. Une expérience qui doit combiner au goût, nous l'avons testé à trois, plutôt agréable, quelque chose aussi du dégoût. Un reste destiné à la poubelle est présenté ici en effet, non pas sur de jolies assiettes appétissantes, mais dans les sacs poubelles auxquels il est généralement destiné. Il ne s'agit ici ni de se nourrir, ni de savourer, mais au sens propre de déguster. Faire l'expérience, non pas seulement d'un goût, mais d'un double contexte, celui du gaspillage que constitue l'élimination des épluchures et celui de ce qu'on peut éprouver à les sortir de la poubelle. Une expérience au demeurant pas très risquée, les sacs poubelles sont neufs et les épluchures préalablement lavées. Il s'agit de 5 choses différentes: épluchures de pommes de terre salées et poivrées, épluchures de concombres épicées, épluchures de tomates non assaisonnées, épluchures de courgettes à la nette, épluchures de pommes jaunes ou rouges au sirop d'orgeat. Descente dans l'actualité la plus immédiate. Le 8 avril 2013,
le quotidien Libération publie un article intitulé « La Réunion, glaner sa nourriture dans le jus de merde ». Glaner n'a manifestement pas le même sens ici que dans le film Flânerie d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, où cette activité faisait l'objet d'une gentille déambulation poétique. L'article décrit éloquemment de très simples faits. Je cite, « Une douzaine de personnes, chômeurs, retraités, parfois SDF, fouillent dans le centre de transit de la Jamaïque, à Saint-Denis de la Réunion, pour y trouver de quoi manger. Jouxtant une station d'épuration obsolète, coincée entre l'océan Indien et la 4 voies conduisant au chef-lieu de la Réunion, le site, survolé de nuages de mouches, cerné de pièges à rats, exhale une odeur putride. Et plus loin, le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Je cite, « D'un côté, les produits alimentaires sont 36,6% plus chers à La Réunion qu'en métropole, selon l'INSEE. De l'autre, près de la moitié des Réunionnais vivent en dessous du seuil national de pauvreté. » Fin de citation. Mais que trouve-t-on dans ce centre de transit des déchets où ceux qui se faufilent ont exactement 10 minutes pour investiguer les tombereaux d'ordures avant que les bennes ne les compactent? Une tête de cochon en gelée, des saucisses, de la charcuterie fraîche, des pizzas encore emballées. Les résidus de la grande distribution, dont les circuits sont inaccessibles à la majorité de la population. Dont l'informe de la déchetterie, dans son chaos, ne se constitue pas seulement l'amoncellement des déchets, mais l'émergence d'une humanité réduite à les fouiller. Cette humanité n'a rien d'exotique, elle est le pur produit d'un système économique parfaitement organisé, qui gère ses déchets comme il organise la pénurie. Et l'on n'oubliera pas que de la façon la plus symbolique qui soit, la responsabilité de la gestion des ordures est classiquement dévolue au système mafieux. Comme le note l'Atlas des mafias, que je cite, « C'est au début des années 90 que la Camorra se lance dans le trafic des déchets. Elle se fait prestataire de services pour le compte des communes campaniennes dont les décharges sont saturées. La Camorra a progressivement remonté l'ensemble de la filière jusqu'à en contrôler les principales activités, transport, gestion de décharges, construction d'équipements. » Fin de citation. Plus près d'ici, le frère du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, convaincu d'organisations mafieuses, possède des sociétés de gestion des déchets en contrat avec des collectivités territoriales. Que les organisations qui pillent l'économie mondiale et corrompent les systèmes politiques soient précisément celles qui s'occupent des ordures a autant de sens symbolique que de sens technique. La volonté initiale de faire échapper les déchets toxiques à l'investigation écologique. On place hors du contrôle de la loi la gestion des déchets, dans le même temps où l'on met hors de sa protection ce que les abus du système économique vont contraindre à les fouiller. Dans les poubelles, on pourra donc trouver des choses parfaitement bonnes à manger. Mais ce qui les dégrade, c'est le simple fait qu'elles y aient séjourné. Le milieu ici vaut contamination de ce qui l'environne. Et celui qui touche à ce milieu est lui aussi contaminé. Mais le mot milieu a deux sens, autour desquels vont se construire deux registres de la contamination. L'un qui dégrade socialement une population injustement précarisée, l'autre qui dégrade moralement des dirigeants impunément contaminés. Et la valeur réelle des premiers, radicalement déniée par la position qui leur est infligée,
est exactement proportionnelle à la dégradation réelle des seconds, indûment valorisés par leur notabilité. En 1961, Frantz Fanon, psychiatre d'origine antillaise, devenu militant du Front de libération nationale algérien, publiait juste avant de mourir « Les damnés de la terre ». On pouvait y lire, je cite Fanon, « La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. La ville du colonisé est un lieu malfamé, peuplé d'hommes malfamés. C'est un monde sans intervalle. Les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. Ce que nous dit ce texte n'est pas seulement l'apartheid urbanistique qui fait avoisiner dans la même ville deux espaces sans commune mesure. Ce n'est pas seulement la coexistence dans la même zone géographique de l'excès des poubelles débordantes et du manque. C'est aussi l'étroite relation entre être affamé et être malfamé. Le monde sans intervalle, c'est ce monde chaotique, sans ordre. Mais son désordre n'est pas un effet de nature. C'est l'effet d'une organisation intentionnelle, fondée sur la production même de ce désordre et destinée à en discréditer les victimes, à les déshumaniser en les désesthétisant. Ce que Fanon décrivait, c'était tout à la fois la réalité de la Martinique où il était né et celle de l'Algérie dont il avait adopté la nationalité. C'est toujours, par l'effet d'une identique aberration politique, la réalité de l'île de la Réunion, département français. Mais il suffit de voir qui s'étend sur les bancs du métro, qui dort sous les porches ou sur les bouches d'aération, pour retrouver sans peine, sur le territoire de la métropole, cette étroite intrication du monde sans intervalle et de la ville illuminée. Les groupes sociaux se désignent ainsi par l'architecture de leur alimentation, la précision géométrique de leur gastronomie, la palette des couleurs de leurs plats ou l'épure des lignes de mets. Mais cette esthétique même, elle écume des formes de désesthétisation assignées à la pauvreté. Celui qui vient secrètement piller les restes rendus à l'informe dans la poubelle est celui-là même qui a été pillé par les producteurs de déchets. Une vie dégradée, elle-même rendue à l'informe sur le banc d'un métro, dans les baraquements d'un bord d'autoroute ou sous les toiles tendues d'un centre de réfugiés. Par la reconnaissance de ce cycle, c'est la caste des gaspilleurs qui doit être reconnue dans son simple statut de pilleur. En fouillant les poubelles de l'histoire, on rencontrera ainsi incessamment ces hordes de pilleurs notabilisés, ennoblis, enrichis, ceux-là même à qui la financiarisation de l'économie contemporaine permet de produire une humanité jetable. Trouvons donc moyen de les éplucher.